Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, bonjour. Attends une seconde, je lis un message. Ça commence. Bonjour. Ouais, Ah, bonjour. je t'avoue que c'est assez désagréable. Bon, c'était fait exprès, hein. Alors, oui, c'était fait exprès, parce qu'on va parler d'attachement et de ces petites bestioles-là, Des nos écrans. smartphones, des écrans en Eh ouais, général. ouais. Le fait de consommer des écrans, le fait de regarder un écran, est-ce que cela peut parasiter la qualité de la connexion avec notre enfant, ou même d'autres adultes, puisqu'on vient Mm, de le voir, mm, c'est vrai que c'est très désagréable. ouais. Et effectivement, je propose à ceux qui nous écoutent, à l'occasion, avec un complice, de prendre un téléphone, ou même juste là, de me regarder, de m'écouter, et de voir est-ce qu'ils ont l'impression que je suis aussi disponible, aussi présente, euh, parce que pendant que j'ai mon téléphone dans les mains. Ou est-ce que ça change quelque chose si tous les deux, on met notre téléphone de côté, vas-y, mets-le de Quand côté. rien que le simple fait. Rien que la présence, même si je ne suis pas en train de le regarder, bah, je pense qu'on l'aura vu. Voilà. Si je suis là comme ça en train de Et je le gesticuler, regarde, du coup, je suis voilà, attentif à ça. et probablement qu'on sent que je ne suis pas tout à fait aussi disponible, aussi présente. Alors je trouve que ça, c'est un petit test vraiment intéressant à faire, très révélateur. Et c'est juste entre adultes. Alors maintenant, on va venir un peu plus à la science. Hmm. Au-delà de l'expérience, l'expérience c'est bien, la science c'est important aussi. On commence à avoir des études sur l'impact des écrans, sur toutes sortes d'impacts que ça peut avoir et de comment ça passe. Ce qui est tant mieux, c'est que, bon, au niveau de l'attachement, on sait que la sécurité de l'attachement, c'est important, que c'est lié à un facteur de protection. En fait, c'est un facteur de protection au niveau de la santé mentale, que quand on a un attachement insécure, on est plus à risque de dépression, de troubles anxieux, et quand on a un attachement désorganisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver des stratégies parce qu'on avait trop régulièrement des expériences de peur ou d'indisponibilité de la part du parent, et bien là, c'est carrément un facteur de risque au niveau de la maladie mentale et au niveau de la régulation des émotions, du trauma, enfin, bref. Donc, ce qui nous intéresse, évidemment, comment on fait pour être sécurisant? Parce que c'est très joli tout ça sur le Oui. papier, mais comment on fait pour être sécurisant? Et heureusement, les chercheurs sont là pour nous, et donc ils ont étudié les comportements de ces parents qui avaient la grande chance d'être sécurisants vis-à-vis de leurs enfants. Et ces comportements ont un certain nombre de caractéristiques. Encore une fois, gardons en tête que pour être sécurisant, on a besoin d'être ajusté, de bien travailler en tant que parent, que 30 à 50% du temps. Oui, Donc relax. Voilà, on se détend. maintenant qu'on est bien détendu, on va voir de quoi il s'agit. Le fait d'être sécurisant en tant que parent, c'est lié finalement à une capacité qu'on peut appeler de façon globale la sensibilité. C'est être suffisamment sensible déjà aux signaux de détresse de Mhm. son enfant. Donc pouvoir dépister, de pouvoir remarquer, bah, tiens aujourd'hui il est un peu grognon, ou tiens aujourd'hui il rentre de l'école pas tout à fait comme Mhm. d'habitude. Donc de pouvoir dépister ces petits signaux alors que bah, l'enfant il va pas forcément être encore capable de nous dire bon, je n'ai pas eu une très bonne journée comme le ferait un conjoint ou une conjointe. Aujourd'hui, j'ai eu une sale journée au travail, hein. Ça, c'est une compétence d'adulte. Donc, on va avoir besoin que le parent il puisse repérer, qu'il puisse non seulement voir ah, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais aussi pouvoir le décoder. Par exemple, un parent qui se dit oh, il exagère, franchement, je suis venu le chercher avec un pain au chocolat, c'est pas Mhm. sympa. Plutôt que de se dire tiens, c'est bizarre, alors que je suis venu avec un pain au chocolat, il est tout grognon. Est-ce que je suis centrée sur moi, mes besoins, ou est-ce que je suis suffisamment disponible pour l'enfant? Donc il y a dépister, détecter que l'enfant, bah, dans quel état il est émotionnellement, et ensuite pouvoir décoder de façon correcte, et évidemment Oui. pouvoir répondre suffisamment rapidement, mais pas trop. Il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle les parents hélicoptères, pas besoin qu'on Oui, qui soit tout répond le tout de temps suite aux en train de signaux. le gaver, Oui. d'essayer de lui limiter, éviter toute forme d'inconfort. Non, non, le cerveau, il a besoin d'un peu d'inconfort pour grandir, hein. Donc là aussi, on se détend. Même si on ne va pas le provoquer volontairement, Mhm. c'est pas grave. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est ok, j'ai eu un petit inconfort.
Et c'est génial, il y a quelqu'un qui est venu m'aider, il y a quelqu'un qui a vu que j'allais pas bien, qui a su à peu près décoder sans trop se tromper et qui a pu me donner une réponse qui était adaptée dans un temps à peu près Ouais. raisonnable. Bah, ça, c'est pas mal comme expérience, c'est pas mal. Donc le souci de l'écran, c'est que si je suis sur un écran, bah, évidemment, je suis moins attentif à ce qui se passe autour de moi. Donc je suis plus à risque de ne pas dépister Ouais. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de ne pas voir les signaux de détresse, de ne pas voir les signaux d'attachement, entre guillemets. C'est le fait que mon enfant est déjà en train d'essayer de solliciter mon aide parce qu'il ne se sent pas bien. Et ce n'est pas forcément en le demandant explicitement, c'est déjà par la mimique, par son comportement physique, quoi. Et puis après, bah, moins je regarde autour de moi, moins je regarde mon enfant, moins je le connais d'une certaine façon, donc moins je sais le décoder. Donc je peux effectivement avoir réalisé à un moment donné, oh tiens, il n'est pas comme d'habitude, mais pas le décoder correctement parce que Ouais. j'ai pas assez d'informations en fait. J'ai besoin d'avoir un minimum d'informations. L'être humain, il est compliqué. Mmh. L'enfant qui ne parle pas forcément de façon aussi élaborée que certains adultes, il peut être encore plus compliqué Ouais. à décoder. Donc on a besoin d'un minimum d'expérience avec lui et d'informations pour y arriver. Et c'est vrai que les écrans, bah, le risque, c'est quand même qu'ils nous... par définition, un écran, ça se met entre nous et Ouais. autre chose. Et l'occurrence, là, entre nous et quelqu'un d'autre. Donc c'est pas dramatique, c'est pas une fatalité, c'est pas absolu, mais on voit bien comment toutes ces caractéristiques qui vont nous permettre d'être sensibles sont à risque d'être affectées par la présence régulière d'un écran. Mmh. Et tout à l'heure au démarrage, j'ai volontairement mis du temps à te répondre parce qu'il y a aussi, je peux voir qu'il y a de la détresse, je peux à peu près bien décoder et puis être absorbée par autre chose. Et donc, pas forcément mesurer le niveau de la détresse ou pas le prioriser. Mmh. Et donc répondre avec trop de retard. Oui. Bon, bah, ça, par exemple, c'est à risque chez l'enfant de l'inciter à monter le son. Oui. À se rendre compte qu'il faut qu'il crie 3 fois avant que le parent réponde. Donc, au lieu de crier une fois, attendre, crier une deuxième fois, attendre, crier une troisième fois, il va crier d'emblée 3 fois. Ce qu'on appelle crier au loup. En fait, Oui. du coup, enfin, il y a quand même un loup. Donc, il y a quand même quelque Oui, chose oui. qui fait que l'enfant appelle. Mais ça l'amène à appeler de façon beaucoup plus intense, de venir sur les genoux du parent, de venir s'interposer entre le parent et l'écran, enfin des Mmh. choses qu'on peut voir, qui vont être très désagréables pour le parent, mais qui véhiculent un message, en fait. L'enfant peut faire preuve d'impulsivité dans ce cas-là, justement, pour, augmenter Et il est en l'intensité de stress. ses il est en Il est en stress. stress. Ouais. Donc, bah, si le parent ne répond pas pour l'aider à résoudre ce stress et que l'attitude du parent augmente le stress, bah, oui, on est à risque que le comportement de l'enfant se désorganise. Mmh. Plus on est sous stress, moins on est en possession de nos moyens. Oui. Et déjà, les enfants, bah, ils n'ont pas encore développé toutes ces zones du cerveau autant que les adultes, donc ils ont besoin de nous pour leur donner nos moyens Oui. en attendant de les développer, puis ils vont modéliser, vont voir comment on fait, etc. Mais alors, si dans ces moments-là où ils ont besoin de nous, on n'est pas là pour les aider, ils ont déjà un stress et qu'on ne leur donne pas ces moyens-là, Mmh. bah oui, raisonnablement, il y a des risques que ça se dégrade quand même, ce serait assez logique. Oui. Mmh. Et à minima, le fait de regarder un enfant qui est en train de s'agiter, ou même lui demander: «J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas», Mmh. ça lui apporte une réponse à son signal d'attachement et Mmh. ça peut l'apaiser, à minima. Imaginez, ou imagine, tu vas chez le médecin Oui. et je te le souhaite pas, mais tu as un bilan de prise de sang qui est un peu bizarre. Et ton médecin, il peut pas te dire ce que c'est. Mmh. Tu peux avoir un médecin qui, tu as l'impression qu'il ne réagit pas, qu'il n'en a rien à faire. Il dit, bon, écoutez, il sait rien, c'est rien, on ne sait pas ce que c'est, donc vous en faites pas. Pas sûr que tu sois très rassuré, si vraiment c'est un bilan assez bizarre. Et puis tu vas voir le médecin qui dit, bah écoutez, je ne sais pas. C'est Mmh. pas plus sécurisant du point de vue de la réponse, il ne sait pas non plus. Mmh. Mais je vais appeler un confrère, ou je vais en parler en réunion, ou je vais vous envoyer vers tel spécialiste, et puis Ouais. vous me tenez au courant. Le parent qui est sécurisant, il continue de chercher. Il Ouais. n'a pas forcément la solution, mais l'enfant sent qu'il est pris en charge. L'enfant sent qu'il est pris en L'enfant charge. sent, Ouais. comme nous, chez le médecin, qu'il y a quelqu'un qui prend son problème au sérieux, qui n'a pas la solution, mais qui ne va pas lâcher tant qu'il ne va pas la trouver. Ouais. On est ensemble dans le même bateau. L'enfant, il est sécurisé parce qu'il
il y a un adulte, il y a quelqu'un de plus grand, plus compétent, plus sage, qui a envie d'aider, qui est là avec lui. Ça, c'est magique. Ouais. C'est magique de se dire, mais en fait, l'enfant, ça y est, à partir du moment où il sent qu'on prend en charge le problème, bon, évidemment, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait une amélioration, qu'il y ait des solutions dans la mesure du possible. Mais malgré tout, c'est déjà effectivement une forme de soulagement. Et on peut très bien le comprendre quand on transpose à la relation de soins Oui. Chez l'adulte, quoi. Clairement. Ouais, j'ai été entendue, on n'a pas de solution, je continue d'être un petit peu stressée, mais je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul et je suis avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Oui. Pour être compétent là-dessus, pour savoir trouver des solutions que moi, je ne sais pas trouver. Ça change tout, ça, non? C'est sécurisant, ça, quand même. Clairement. Mm. Alors là, on parle du parent qui serait avec un Mm. écran devant les yeux et malheureusement qui ne pourrait pas forcément être suffisamment sensible Mm. aux signaux qui seraient envoyés. Mm. Et si c'est l'enfant qui, lui, est devant un écran, que pourrait-il se passer par rapport notamment à ces signaux d'attachement? Est-ce qu'un enfant qui est captivé par ces écrans va peut-être oublier ce dont il a besoin et ne pas exprimer de signaux d'attachement par rapport à l'adulte qui est en face, selon toi? Bah, la question que je me pose en t'écoutant, c'est qu'est-ce qui amène cet enfant à se trouver dans cette situation? C'est-à-dire que peut-être déjà, il est dans une situation où physiologiquement, c'est pas tout à fait approprié pour lui. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est un peu curieux finalement, c'est que les écrans, ils stimulent le circuit de la récompense. Donc, ils stimulent un certain nombre de réponses qui correspondent à de la drogue, quoi, hein, concrètement. Mais vraiment à de la drogue au sens où ça donne du plaisir, on a envie d'en avoir plus, où on peut s'habituer, on a envie d'en avoir encore plus, etc. Donc, moi, je me dis, ah, qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, il se retrouve dans une situation comme ça? Et on sait qu'on a tendance sur un écran à moins facilement voir le temps passer. Alors déjà, un enfant n'a pas tout à fait intégré dans son corps la notion du temps. C'est une de ses missions pour grandir, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et on va avoir en fait une récompense très intense, très facile, qui apprend pas à l'effort, qui apprend pas à la frustration, qui apprend pas le fait de construire, qui apprend pas une certaine forme de satisfaction, de fierté. Oui. Et tout ça, c'est des compétences hyper importantes pour la vie, parce qu'on ne vit pas dans les écrans en tant qu'adulte. Donc, on est en train de prendre un petit risque, et là aussi, il ne faut pas être extrême, hein, ça dépend de la quantité. On est en train de prendre un petit risque de générer des petits circuits qu'on sait être à l'œuvre dans l'addiction. Addiction, oui. On sait aussi quand même maintenant que plus on est exposé, plus notre cerveau est exposé tôt à une substance ou à un comportement, une pratique, un contexte qui génère de l'addiction, plus on est à risque de développer cette addiction ou de développer des addictions. Donc, je vais être provocatrice, mais aujourd'hui, on est bien sensibilisé au danger de l'alcool. Oui. Est-ce qu'on donnerait de l'alcool régulièrement à un enfant de 5 ans? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je trouve que la question mérite de se poser si on se dit, bon, bah, c'est en train de développer des circuits qui peuvent rendre plus vulnérables à ça. Surtout quand c'est un écran tout seul. On sait que l'écran partagé avec du dialogue, avec des commentaires, avec des échanges, ça permet de limiter l'impact fascinatoire et je suis dans ma bulle et je me coupe de tout le reste et je suis plus connectée ni à mon corps ni au reste. Donc, est-ce que ça empêche l'enfant d'exprimer ses besoins d'attachement? C'est possible. En tout cas, ça lui donne une expérience de récompense rapide, avec pas beaucoup de développement de compétences et pas très relationnel, qui a priori pourrait être une solution très tentante dans les moments de détresse. C'est-à-dire de se faire un petit shoot de récompense, quoi, hein, plutôt que d'aller chercher de l'aide pour résoudre le problème. C'est un peu de la fuite, hein, physiologiquement. Alors ça peut être, là encore, il ne faut pas diaboliser le truc, ça peut être adapté dans certains moments, comme on fait un gros repas après un deuil.
bon, les gens sont souvent trop remplis de nourriture, parfois un peu alcoolisés. Il y a un petit truc un peu addictif pour gérer la douleur, en fait. Si c'est une fois de temps en temps, dans des circonstances très inhabituelles, où il y a quelque chose de vraiment intense, vraiment difficile, ben voilà, c'est pas l'idéal. Oui. Mais il ne faut pas dramatiser. Bon. Et puis, l'écran, c'est aussi un outil. Donc, il y a comment est-ce qu'on expose l'enfant à cet outil sans trop stimuler le circuit de la récompense, sans trop sédentariser l'enfant, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Oui. Et sans trop l'extraire de la relation, de la connexion à son corps. C'est toute la complexité. Et en même temps, on peut difficilement ne pas l'exposer du tout. Oui. Parce qu'il faut aussi préparer au fait qu'on vit dans un monde où il y a des tonnes d'écrans. Mais c'est une chance aussi de pouvoir l'accompagner sur cette frustration qu'il va justement ressentir lorsque la décharge de dopamine sera terminée après l'utilisation de l'écran. Les écrans, sans vouloir les diaboliser, sont aussi une possibilité pour nous, en tant que parents, d'accompagner l'enfant sur cette régulation émotionnelle, cette gestion du stress, notamment, et cet attachement sécure dont on parlait, c'est-à-dire que les écrans, on peut quand même en avoir, mais continuer à avoir des interactions avec l'enfant, répondre effectivement à ces signaux d'attachement, et lui faire comprendre qu'il a des besoins, qu'il est nécessaire, qu'il exprime. Du coup, l'écran, et comme tu disais, le diaboliser risque de provoquer du blocage, on va plutôt s'en servir comme outil et peut-être adopter des règles d'utilisation, peut-être expliquer aussi à l'enfant comment ça fonctionne au niveau de son cerveau, dans une démarche psychopédagogique, Ouais, tout à fait. et que surtout, son premier modèle d'imitation, c'est-à-dire le parent, lui offre justement ces règles et lui dit « je regarde ce que je fais quand tu es dans la pièce avec moi, je mets l'écran de côté pour t'accorder une pleine attention », et que le parent aussi verbalise ses émotions, etc., plutôt que lorsqu'il arrive énervé, se mettre sur son écran et que l'enfant voit ça, et dire ben, « moi aussi, quand je suis énervé, moi aussi, je peux aussi aller sur mes écrans ». Oui, c'est toute la question, là, du coup, du côté du parent, comment le parent et à quel moment le parent propose cet écran ou accepte que l'enfant soit devant l'écran. Est-ce que c'est un écran, je dirais, loisir, ou est-ce que c'est un écran régulation? C'est-à-dire, j'en peux plus, je suis épuisée en tant que parent, mon enfant est fatigué, il court partout, je suis à bout, et donc, en gros, pour pas lui crier dessus, je le mets devant un écran. Ce qui n'est pas... vaut mieux un écran, sans doute, que de lui crier dessus. C'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est quand cette stratégie-là, elle devient régulière. Parce que du coup, on ne résout pas comment je fais pour gérer quand c'est plus compliqué, que mon enfant est fatigué. Comment je lui apprends à se réguler quand il est fatigué. Comment moi, je peux progresser quand je suis à bout. En fait, quel relais je peux trouver, comment je peux faire pour ne pas me retrouver dans ces situations-là, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de choses à aborder là-dedans. Donc, se questionner sur est-ce que je mets mon enfant devant un écran parce que j'en peux plus, parce qu'il n'en peut plus, parce que je veux avoir une conversation avec d'autres adultes et que je ne sais pas comment le canaliser autrement. Ou est-ce que c'est un loisir, c'est un temps de loisir. Voilà, il aime bien son petit dessin animé, il aime bien sa petite émission, il aime bien regarder, ça peut être aussi du contenu. Il y a plein de documentaires maintenant, bien adaptés aux enfants, donc ça peut être des choses qui apprennent quelque chose à l'enfant, si possible en compagnie d'un adulte, de quelqu'un d'autre avec qui il va pouvoir discuter de ça. Évidemment, c'est l'idéal. C'est vraiment pas la même expérience que j'en peux plus, je me débarrasse de l'enfant en lui collant un écran entre les pattes. Et parfois avec quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, que certaines activités vont être beaucoup plus addictives sur l'écran que d'autres. Et je crois qu'un des signes qui est intéressant, qui est parlant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête le temps d'écran. Et comment il s'arrête le temps d'écran? Est-ce que l'enfant il est capable de dire « bon, ça y est, ça fait un épisode, j'éteins », ce qui est vachement dur, il faut quand même être clair. Est-ce qu'il pique une crise, il se trouve par terre, il est dans tous ses états? Bon, bah là, probablement qu'il n'est pas encore mûr pour ça, en fait. En tout cas, pour cet écran-là, avec ce contenu-là, à cette heure-là, quand il est dans cet état-là. Enfin, donc, comment est-ce qu'on peut pouvoir l'aider à apprivoiser les écrans à 1 heure, avec une dose et un contenu dont il peut tolérer la frustration? C'est ça. Et comment cette petite expérience répétée va faire qu'il développe cette compétence et qu'il peut être exposé à des choses un petit peu différentes, plus difficiles, à des heures plus difficiles.
Mais je crois vraiment que la clé, c'est quel usage est-ce qu'en tant que parent, je suis en train d'en faire? Oui. Est-ce que je le fais parce que je ne sais pas comment gérer mon enfant autrement? Mhm. Et là encore, ce qui est OK, ponctuellement. Ouais. Mais ça doit être une alerte quand c'est régulier. Alors les parents qui justement utilisent cette approche, non pas comme régulateur émotionnel ou régulateur de stress, mais plutôt comme loisir, ont des astuces qu'on a vues d'ailleurs ensemble, c'est faire une liste des activités que l'enfant aime faire de toute façon. Et lorsqu'un temps d'écran commence, c'est s'entendre avec l'enfant sur la prochaine activité qui va lui apporter aussi du plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant va lui-même se dire « Ah bah j'ai terminé », et des fois, il n'ira même pas à la fin de son épisode pour basculer sur l'autre activité, qui sera peut-être un jeu de société, un jeu de construction, un jeu au ballon, etc. Parce qu'en fait, il ne sera pas rentré dans ce système de conditionnement un peu et de décharge de dopamine, justement pour venir compenser quelque chose, mais plutôt dans un style loisir, et il n'utilisera les écrans que dans ce sens-là. Donc c'est bien, comme tu viens de le dire, distinguer les deux utilisations. L'une, c'est inadéquat, quasiment, c'est-à-dire que c'est pour réguler les émotions. Ponctuellement, ça peut dépanner. Voilà, ça peut dépanner, mais disons que ça ne doit pas être trop s'inscrire dans la exigeant. durée. Mais il ne faut pas se leurrer sur ce qu'on est en train de faire. Ça. C'est ça qui est important. C'est ça, la cause, en fait. Se dire, bon, et là, j'arrive pas à gérer, ça va être l'écran. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, effectivement, il y a besoin pour l'adulte de déterminer les causes, de pouvoir travailler sur ça, etc. Et pour l'enfant aussi, du coup, quelque part. Et si pour du loisir, dans ce cas-là, l'enfant devient de plus en plus responsable. D'ailleurs, on peut utiliser aussi des astuces comme un minuteur ou encore un sablier. C'est lui-même, c'est l'enfant qui va activer. J'ai le droit à 15 minutes d'écran, c'est moi qui active ceci. Et quand c'est fini, je vais passer à une autre activité. C'est pour ça que ce qu'on disait, les écrans, c'est aussi, dans leur utilisation, un travail d'équipe. Et l'attachement tient un grand rôle là-dedans, parce que la confiance mutuelle, justement, est dans cet attachement sécure. Et regarder les écrans sous cette perspective de l'attachement, je trouve que ça éclaire bien mieux que de se dire simplement « Ah ben non, pas d'écran avant 3 ans, etc. » En fait, on comprend la logique de ceci, que l'enfant a besoin, justement, d'être connecté, de faire ses propres expériences, de pouvoir d'ailleurs faire, en dehors du système d'attachement, le système d'exploration. Donc, pouvoir découvrir le monde. Et je trouve que c'est très intéressant de partir de ça, justement. Oui, complètement. C'est vraiment deux usages quasiment complètement opposés, en fait. Merci, Johanna. Avec plaisir.